Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Jacques Beau, bonjour. 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 Toujours heureux de vous recevoir, Jacques Beau. Je rappelle, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, mais ils sont de moins en moins là, Jacques Beau, c'est évident. Vous êtes expert, vous avez été expert auprès de l'OTAN, vous êtes expert en polémologie, en géopolitique, et vous avez été surtout, je le rappelle, vous avez été effectivement dans le Maïdan en 2014, etc. Et vous suivez, et vous avez écrit surtout des livres qui ont été très justement diffusés et vendus sur l'Ukraine, la Russie, la génération Z, la victoire de Poutine, etc. Je ne vais pas les citer tous. Le dernier étant Guerre secrète en Ukraine, et ces documents aux éditions Max Milo. Et je sais qu'il y a un nouveau bouquin qui va paraître en mars prochain, je crois. C'est bien ça ? Exact. Et là, vous donnerez les résultats. Je ne sais pas si la guerre sera finie à ce moment-là. On va voir. Toujours est-il, et avant de vous entendre, Jacques Beau, parce que c'est passionnant ce qui s'est passé depuis ces derniers mois, et on n'a pas eu le temps d'en parler, bien sûr, écoutez quand même Bruno Tertrais, qui se présente, enfin qui est spécialiste aussi de la guerre, etc. Et il expliquait ceci d'abord, une petite capture d'écran qui date de 2022, je crois, c'est bien ça. Regardez. Oui, voilà. Le scénario le plus probable est celui de l'effondrement progressif de l'armée russe. Ce que disait Bruno Tertrais en 2022. Et avant-hier, il a répondu aux questions d'un journaliste sur France TV. Écoutez ce qu'il disait. Bruno Tertrais, vous êtes d'accord avec le chef d'état-major de l'armée française. Il faut se préparer à une menace russe très concrète. Oui, mais il ne faut pas confondre le territoire français et l'Europe. Il ne faut pas confondre non plus la menace militaire directe avec la menace stratégique russe dans son ensemble. C'est pour ça qu'il faut un peu clarifier les choses. Alors, je pense que le chef d'état-major des armées, il a voulu attirer l'attention sur le fait que, sur le plan militaire, il y a effectivement un risque d'attaque russe contre un territoire voisin de la Russie, c'est-à-dire pas la France. Pas la France, qu'on soit clair, parce que quand on parle de menace russe, en effet, on se dit quelle est la menace, quelle est la forme de cette menace. Il y a deux types de menaces. Il y a une menace militaire russe contre l'Europe en général, parce que même s'il y avait un cessez-le-feu en Ukraine, personne ne pense que Vladimir Poutine se retirerait dans sa datcha, parce qu'il a transformé la Russie en une véritable machine de guerre. La Russie, malheureusement, c'est un train qu'on peut presque plus arrêter comme ça. Et donc, je pense qu'il y aurait une nouvelle tentative d'agression contre l'Ukraine elle-même, ou alors certainement quelque chose qui se passerait. Et attendez, je termine. Ensuite, il y a le problème de la menace russe dans son ensemble contre l'Europe, y compris contre la France. Et là, c'est effectivement ce dont parlait le chef d'état-major des armées et son prédécesseur que vous avez cité, c'est-à-dire les drones, les têtes de cochon, ça peut faire sourire. Mais on appelle la guerre hybride. Oui, la guerre hybride, c'est-à-dire tout ce qui contribue à essayer de diviser et d'affaiblir l'Europe. Alors, Jacques Beau, je rappelle encore une fois, ancien colonel d'état-major général, ex-membre du renseignement stratégique suisse, Jacques Beau, spécialiste des pays de l'Est, et vous avez été formé dans les services de renseignement américain et britannique. Alors, on entend ça. Alors, on a entendu effectivement le chef de l'infanterie de l'armée de terre française qui est venu en treillis, enfin en tenue militaire, en expliquant que ça y est, ça peut être demain, ça peut être après-demain, il faut être prêt dès aujourd'hui, tout est possible. On a vu des journalistes un peu partout dans les chaînes d'infos en continu montrer par où passerait la Russie pour arriver jusqu'à la Concorde, et que les Cosaques feraient boire leurs chevaux sur la fontaine de la Concorde, et machines de guerre, un train sans arrêt. Alors, on dit guerre hybride avec les drones et les têtes de cochon. Je rappelle, on parle des têtes de cochon. Alors, il y a cette espèce d'extraordinaire tête-à-marre médiatico-politique en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et ça fait partie un peu de ce bruit, ce bruit qu'on crée parce que on s'aperçoit que l'armée russe n'est pas du tout en train de s'effondrer, qu'au contraire, elle domine le terrain sur le champ de bataille en Ukraine. Et on s'aperçoit que tout le narratif qui a été construit autour de ce conflit
qui était finalement que la Russie allait s'effondrer et qu'il suffisait encore de la dernière pitch-net donnée à l'armée rouge pour que finalement la Russie s'effondre, qu'il y ait un changement de régime en Russie, etc. Et aujourd'hui, eh bien, on voit que c'est l'inverse qui se passe en réalité. Le gouvernement qui est fragilisé, c'est celui de l'Ukraine, toujours plus d'ailleurs. Les législations sont durcies dans le pays même pour consolider le pouvoir. On a de plus en plus de partisans qui, d'ailleurs même ouvertement, expliquent qu'ils mènent des attentats contre les trains remplis de munitions, etc., etc. Donc, on voit que la Russie, qui est sur le point d'ailleurs de reprendre la ville de Krasnoarmeysk, qu'on appelle aussi Pokrovsk, et je pense que tous les experts aujourd'hui s'accordent à dire que c'est l'armée russe qui avance sur le terrain. Donc on ne voit pas les signes, les indices, des indications d'un effondrement possible de l'armée russe. Les seules choses qu'on peut, mais M. Tertrais est coutumier du fait, c'est qu'on se base évidemment sur la propagande, sur le narratif occidental, sur ce que disent nos médias, qui jusqu'à maintenant s'est avéré totalement faux. Oui. Et il faut, en fait, quand vous lisez la presse ukrainienne même, Oui. elle ne confirme absolument pas ce que disent nos propres médias. Et donc, on a là une différence de perception qui est manifestement manipulée en Occident, d'une manière ou d'une autre, peut-être par une démarche collective, peut-être parce que certains le veulent, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il y a une désinformation assez profonde sur cette question qui joue en réalité en défaveur de l'Ukraine. Mais pour répondre à la question de la guerre en Europe, la première question qu'on se pose, mais rappelez-vous, on a fait le même problème, il y a eu le même problème avec l'Ukraine. Quel est l'objectif d'un conflit? Quel est l'objectif des interventions? Les Russes ont toujours montré une extrême systématique dans leur approche de la guerre. Et ils ont toujours fixé des objectifs extrêmement précis, avec lesquels on peut être d'accord ou pas, ça c'est une autre question, mais il y a des objectifs. Quels pourraient être les objectifs de la Russie pour venir attaquer l'Europe? Et même si on admet, parce que évidemment on est toujours gêné quand on dit ça, même M. Tertrais dit oui, on imagine difficilement qu'ils arrivent à Paris. Bon, très bien. Mais il y a quand même une guerre. Dans quel but? Quel est l'intérêt? Oui, est-ce que c'est de conquérir l'Europe, enfin d'arriver jusqu'à Paris ou ailleurs? Enfin, non, mais ça n'a aucun sens. Si vous voulez venir à Paris, et d'ailleurs la France connaît bien ça, enfin quoi qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont collaboré avec les Allemands pour les aider à occuper, mais certes. Mais la problématique de venir attaquer la France, l'Allemagne, que sais-je, c'est pas tellement d'attaquer, c'est d'occuper après. Oui, bien sûr. Alors, vous voyez, et c'est là où on voit le paradoxe de ces narratifs, où on vous dit d'un côté, l'armée russe est en train de s'effondrer, et que ça se terminera probablement par un effondrement, mais en même temps, on vous dit qu'ils menacent l'Europe tout entière. C'est ça, ils s'effondrent, mais ils menacent tout le monde, et ils vont arriver jusqu'à nous. Exactement. Donc, on est dans ces paradoxes perpétuels qui indiquent en réalité l'usage de narratifs qui sont adaptés à chaque situation, qui ont pour objectif, en réalité, de mobiliser les volontés en faveur de l'Ukraine, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, y compris surtout aux États-Unis, mais pas seulement, on a des personnes qui sont extrêmement critiquées. Moi, j'ai beaucoup d'audience en Pologne, par exemple, en Ukraine même. J'ai beaucoup de contacts avec des Ukrainiens qui se posent des questions sur la réalité de ce qu'on raconte même en Occident, et qui n'y croient même plus du tout, à vrai dire. Donc, parce que eux savent, n'est-ce pas, eux, ils ont des échos à travers leur famille, à travers même leurs propres médias, qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, les médias ukrainiens sont finalement, je ne parle pas de la propagande qui vient du bureau de Zelensky, qui a preuve
Vous parlez des médias qui sont presque plus objectifs que nos médias à nous. Exactement, Enfin, oui, ouais. bien plus. Et Ouais. quand on voit par exemple, sur la question des drones qu'il y a eu, je vois encore sur les interceptions, il y a eu des interceptions sur la mer Baltique hier ou avant-hier. Ouais. Dans les médias, on vous dit qu'on a intercepté des avions dans l'espace aérien de l'OTAN. Alors que quand vous lisez les médias ukrainiens, on vous dit les interceptions ont eu lieu près de l'espace aérien de l'OTAN. Oui. Donc, on est dans des formulations qui sont parfois de détail, mais qui montrent que les Ukrainiens, les journalistes ukrainiens sont en définitive beaucoup plus attentifs à ces questions de détail et essayent d'apporter l'image la plus précise possible. Alors, évidemment, ils sont ukrainiens, bien entendu, ils sont en guerre, etc. Donc, on ne peut pas s'attendre à une objectivité parfaite. Bien sûr. Ça, c'est logique. Mais ils sont beaucoup moins, ils induisent moins en erreur que nos propres médias ou nos propres soi-disant experts. Alors, mais Jacques Beau, justement, faisons un état des lieux, essayons d'avoir l'état des lieux le plus, objectif possible, disons-le. Ce que j'entends, corrigez-moi si je me trompe, on dit, depuis début 2025, Moscou revendique la reconquête de 5000 km² supplémentaires, Donetsk, Zaporizhia, dont vous parliez. Les combats se poursuivent, infrastructures ukrainiennes ont subi des destructions massives, l'Ukraine consacre 55 à 60% de son budget national à la défense. Et alors, Moscou affirme avoir encerclé plusieurs unités ukrainiennes dans 2 zones qualifiées de chaudron. Images ont été diffusées, aucune vérification indépendante. Alors, selon Scott Ritter, que vous connaissez, l'ancien officier du renseignement américain, je dis bien selon lui, il dit que 10 000, aujourd'hui, alors où nous parlons, 10 000 soldats ukrainiens seraient pris au piège dans 2 poches distinctes. Il estime qu'un effet domino pourrait suivre sur le front. Alors, c'est uniquement Ritter qui dit ça, mais des agences comme Reuters et BBC apportent une situation tendue, mais pas d'effondrement généralisé confirmé. À votre avis, pour autant qu'on puisse savoir, personne n'a la science infuse, mais à votre avis, c'est un peu ça qui se passe? Les chiffres de 10 000, c'est 2 fois 5 000, en fait, c'est 2 chaudrons ou quasi-chaudrons, pourrait-on dire, parce que c'est finalement des encerclements opérationnels, ce ne sont pas vraiment des encerclements totaux. Oui. C'est-à-dire que les troupes ukrainiennes sont encerclées, puis il y a encore une porte ouverte pour les laisser partir, mais cette porte est maîtrisée ou contrôlée par l'artillerie russe, c'est-à-dire que la Russie peut les laisser sortir, mais peut fermer, par exemple, au renfort ou bien à la logistique. Mais il y a 2 fois 5 000, et ça, c'est le général Gerasimov qui l'a dit lors d'une entrevue avec Vladimir Poutine il y a quelques jours. Donc, c'est pas une invention de Scott Ritter, ça vient de l'état-major général russe. Alors, je n'ai pas vérifié ces chiffres, peut-être c'est juste, peut-être pas. Je pense que les données qu'on avait avant qu'il l'ait annoncé tendent à confirmer que ces chiffres sont proches de la réalité, en tout cas. Dans tous les cas, c'est des troupes ukrainiennes qui sont encerclées. Dans tous les cas, ce sont des troupes qui ont demandé à être retirées avant de se faire encercler, et Zelensky a refusé. Ah ouais. Ces armées avaient demandé, les armées ukrainiennes avaient demandé à être retirées. Les commandants opérationnels avaient demandé à être retirés de ce qui allait devenir des chaudrons, puisqu'on voyait que ça. Et Zelensky a refusé. C'est d'ailleurs dans cette perspective-là, parce que toute cette évolution s'est pas faite en 2 jours. Elle est relativement lente parce que les Russes avancent très prudemment. Et c'est pour éviter cette situation, à vrai dire, qu'on a eu dès le mois d'août l'initiative de Donald Trump, en réalité, vis-à-vis de la Russie, de proposer un retrait des forces ukrainiennes, parce que les Américains, en août de cette année, ont calculé, ont vu que les choses étaient perdues pour l'armée ukrainienne. Donc il valait mieux qu'elle se retire en bon ordre, sous le couvert d'un échange de territoire. Et c'était la proposition de Trump à Anchorage, en Alaska. Et puis, donc l'idée, c'était les Ukrainiens se retirent de Pokrovsk, etc. Et puis, d'un autre côté, les Russes figent la ligne de front dans la région de Kherson et Zaporozhye, au sud. Et de ce fait, on a une sorte de facto, une forme d'échange de territoire, mais qui empêcherait l'Ukraine de se trouver face à une défaite qui serait politiquement peu soutenable. Et
donc c'est la proposition qui a été faite par Trump. Vladimir Poutine n'était pas très enthousiaste, mais il a dit essayons. Et Ouais. c'est ce qui s'est passé à Anchorage. Il lui a dit, il a expliqué sa position. Il lui a dit on peut essayer cette piste. Et puis Donald Trump a dit mais pour qu'on puisse la mettre en œuvre, il faut d'abord que j'en parle à mes alliés, c'est-à-dire les Ukrainiens, et Ouais. puis probablement les Européens. Et puis, Trump n'est pas arrivé à mobiliser ou à avoir l'accord de Zelensky. De Zelensky, Zelensky oui. veut absolument pas laisser Et un centimètre mais carré. Jacques Beau, alors à votre avis, pourquoi Zelensky, qui connaît la situation, j'imagine quand même, pourquoi Zelensky a refusé? Parce que pour lui, c'était inacceptable, il faudrait rendre tous les territoires, il en est encore là, oui, il faut rendre le Donbass, etc., ou pour d'autres raisons? Non, je pense qu'on est un petit peu dans la même dynamique qui avait conduit en réalité à la renonciation à l'accord qu'il avait lui-même d'ailleurs offert aux Russes en avril 2022, si vous voulez. Ah déjà, Et oui. voilà, c'est la même Ce dynamique. fameux C'est-à-dire accord où Boris Johnson était venu le voir en disant surtout pas, continuez à combattre, quoi. exactement, tout Ouais. à fait. C'est exactement ça. Mhm. Et on lui a, d'ailleurs, on lui a dit à l'époque, on lui a dit, si vous faites cet accord avec les Russes, on ne vous soutient plus. Ouais, c'est ça. Donc, si vous voulez, Oui, mais la on a mis situation n'est plus la Zelensky. même, Jacques Beau, la situation n'est plus la même entre Non, elle n'est 2022 et plus la même. 2025. Ah ouais. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire que Zelensky a toujours le sentiment qu'on l'aidera dans la mesure Ouais. où il tiendra tête à la Russie. C'est-à-dire qu'il ne doit faire aucune concession à la Russie, sans quoi on ne l'aidera plus du tout. Mais les C'est Américains, il n'a d'ailleurs ce pas que lui ont compris. dit Mais, les Européens. oui, mais c'est pas ce que lui a dit Trump. Je veux dire, il n'a pas senti pas que Trump, les mais Américains Trump n'étaient plus là. Trump s'est mis un peu en retrait de ce conflit. Aujourd'hui, Zelensky a très bien vu que Trump ne voulait plus s'impliquer dans ce conflit, qu'il était prêt à vendre les armes mais non plus à les donner. Oui. Donc la clé du soutien à Zelensky, c'est plus les États-Unis, comme c'était à l'époque Biden, mais la clé du soutien à l'Ukraine, c'est aujourd'hui les Européens. Or, les Européens sont devenus plus royalistes que le roi. D'ailleurs, même le Financial Times parlait d'une estonisation de la politique européenne. Estonisation, ça veut dire quoi? Estonisation, Oui. c'est-à-dire que c'est une sorte de radicalisation de la position, C'est ça. puisque les Estoniens sont considérés comme étant Oui. les plus russophobes et les plus. D'ailleurs, on voit très bien Mme Kaja Kallas, Oui. qui est ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Il semble qu'elle ait qu'un seul mot à la bouche, c'est la Russie. Quelles que soient les crises qui affectent l'Union européenne, le besoin qu'on aurait d'avoir une vraie politique étrangère à l'Union européenne, eh bien, ça reste toujours focalisé sur la Russie. Et c'est le journaliste Gideon Rahman du Financial Times qui a dit ça témoigne de cette estonisation de la politique européenne qui fait qu'on est braqué sur un seul objectif, on n'est plus capable d'une vraie réflexion, on n'est plus capable de flexibilité, on n'est plus capable de voir quels sont les objectifs, ou plus exactement, il n'y a qu'un seul objectif qui compte et qui a dominé tous les autres, c'est d'affaiblir la Russie. Alors, mais c'est étonnant, oui. Juste Jacques Beau, justement, ça nous amène à l'Europe. Mais cette Europe-là, et vous le savez aussi bien ou même mieux que d'autres, cette Europe-là divisée comme elle est, c'est-à-dire qu'au moment même où l'Europe est affaiblie par ce qui s'est passé avec l'embargo russe, le SWIFT et compagnie, c'est pas le sujet, mais c'est lié. C'est-à-dire que Zelensky se dit, je vais pouvoir compter sur l'Europe, alors que l'Europe elle-même, il y a d'un côté, vous le savez, il y a Macron, Starmer et encore, et Merz et encore, et d'un côté Mélanie qui est plus du tout sur la même longueur d'onde, etc. C'est-à-dire qu'il se repose sur l'Europe, mais l'Europe, elle en est où là-dessus ? C'est un peu le problème, mais vous voyez, là, on est dans un dilemme entre l'émotion et la raison, quelque part, parce que on voit bien que les décisions qui sont prises en Europe ne sont plus justifiées par la raison. L'Europe économiquement s'effondre, elle a bien plus de crédibilité à l'extérieur. Le ministre des Affaires étrangères allemand a voulu se rendre en Chine parce que manifestement il y a des problèmes entre la Chine et l'Allemagne, et puis il a essayé d'organiser son voyage et personne n'a voulu le recevoir en Chine. Oui, c'est fou quand même. L'Allemagne. Et pourtant c'est l'Allemagne, j'entends, c'est la locomotive économique ou industrielle de l'Europe. Donc on voit qu'aujourd'hui,
dans le reste du monde notamment, et ça comprend bien entendu la Russie, la Chine, l'Inde et tout Les l'hémisphère BRICS, sud, oui. on s'aperçoit que l'Union européenne n'est plus capable de décision rationnelle. Et c'est un sujet que vous connaissez mieux que moi vivant en France, puisqu'on a cet écart, on n'a pas seulement un écart entre les différents pays européens, mais on a surtout un écart entre les élites européennes Ouais, et les populations européennes. tout à fait. Et aujourd'hui, on s'aperçoit bien qu'on a, vous avez mentionné Friedrich Merz, Keir Starmer et Macron, sont trois personnages qui dirigent des pays qui sont dans un véritable désastre, une catastrophe économique, mais qui s'occupent exclusivement de politique étrangère. Donc, leur obsession semble être savoir comment continuer la guerre en Ukraine. Mais Jacques Beau, Alors qu'ils ont... n'est-ce point, pardon, pour masquer la catastrophe économique, sociale ou sécuritaire qui s'embarque comme un fou sur la route de la méduse guerrière? Oui, bien sûr, bien entendu, il y a de ça, mais il y a surtout un déni fondamental des réalités, n'est-ce pas, du quotidien. Il y a Ouais. un déni complet des priorités qui devraient animer les dirigeants. Ils ont été, je pense, plus élus pour gouverner Ben des oui, pays que oui, pour faire la guerre à d'autres. oui. Vous voyez. C'est vrai. Non, Mais vous trouvez un peu le même phénomène d'ailleurs aux États-Unis quelque part, hein. On a et c'est pas nouveau à vrai dire. On vit ça depuis un quart de siècle en Europe, où finalement on a fait des guerres un peu partout dans le monde. Vous voyez, la Chine, elle n'a pas fait des guerres, elle a financé la construction d'un savoir-faire, de connaissances, d'universités, d'entreprises, de recherche et développement. Et aujourd'hui, elle est à la pointe du développement technologique, tout simplement parce que ces investissements, eh bien, ils ont pas été perdus dans des bombes qu'on a lâchées, je ne sais pas où, dans le désert irakien ou sur des populations afghanes. oui, Donc, on a aussi gaspillé nos ressources, on a fait des guerres qui n'ont servi à rien, dont on ne sait même pas quels ont été les objectifs, et donc qu'on n'a pas pu atteindre puisqu'on ne savait pas quels ils étaient. On a dépensé de l'argent inutile, vraiment inutile, parce qu'il y avait aucune raison de commencer ces guerres et de s'y investir. Résultat des courses, aujourd'hui, c'est notre industrie qui paye le prix de tout ça, parce que l'argent, ben, on ne peut pas toujours l'inventer. ben oui. Et par Et conséquent, l'électricité, on sait combien ça vaut, on sait tout cela, oui. exactement, j'entends tout s'emboîte. Si vous regardez, on est dans une suite, une espèce de boule de neige de mauvaises décisions Tout à fait. que l'on traîne depuis, oui, environ 25 ans. Mais alors, Jacques Beau, justement, deux choses là-dessus. Est-ce que, à votre avis, c'est éphémère ou pas, le fait, vous savez, on avait annoncé il y a encore 3 semaines, un mois, discussion rencontre Poutine-Trump en Hongrie, bien sûr, à Budapest, puisque Orban, voilà, on connaît la politique d'Orban, etc. Lui n'est pas sur la ligne Starmer, Macron et Merz. Est-ce que c'est une affaire tactique ou est-ce que, à votre avis, ils vont finir par se rencontrer dans un délai assez court et parce que on voit très très bien que l'Europe est exclue, ils seront même pas à la table, ils seront même pas sur un strapontin. Est-ce qu'ils vont eux s'entendre et arriver à quelque chose malgré toutes les oppositions, y compris Zelensky, y compris autres? Vous voyez, le sommet qui avait été annoncé à Budapest l'a été par Donald Trump, qui lui-même voulait utiliser ce sommet pour concrétiser les décisions, ou plutôt la proposition qu'il avait faite lui-même à Vladimir Poutine en Alaska et dont il devait éclaircir les modalités avec ses alliés. Le problème, c'est que Trump n'y est pas arrivé. Il n'est pas arrivé à convaincre Zelensky, il n'est pas arrivé à convaincre les Européens, et par conséquent, plutôt que d'arriver les mains vides au sommet de Budapest, alors qu'il avait promis ça à Vladimir Poutine, eh bien, il a décidé d'annuler le sommet. Ouais. Donc le problème, Mais c'est est-ce que Trump, pardon Jacques Beau, est-ce que Trump a besoin de Zelensky et des Européens? D'habitude, il ne s'embarrasse pas de précautions, Trump. Oui, mais il y a un moment où il faudra, si on veut que le conflit, d'une manière ou d'une autre, s'arrête,
il faudra quand même que les acteurs sur le terrain soient d'accord avec l'idée. Oui, bien sûr. C'est ça. Donc, c'est incontournable. C'est pour ça que dès que lorsque Donald Trump est arrivé à la présidence au début de cette année, il a tout de suite entamé des pourparlers avec la Russie. Ces pourparlers avaient surtout pour but d'établir un canal de communication qui avait été rompu entre Russes et Américains. Mais il n'a jamais vraiment négocié les termes d'un conflit, d'une résolution du conflit, d'un accord de paix. Et les Américains sont très clairs là-dessus. Ils veulent jouer le rôle de facilitateur, ce qui est déjà assez antinomique parce qu'ils ont été acteurs de ce conflit. Alors maintenant, ils jouent le rôle de médiateur. Enfin bref, on va passer là-dessus. Toujours est-il que l'idée des Américains, c'est d'impliquer à un moment donné les Ukrainiens. Les protagonistes, oui. Le but, leur fonction, la fonction de Trump, c'est d'utiliser le poids des États-Unis pour essayer de convaincre les uns et les autres d'arriver à la table de négociation. Alors, il était arrivé à convaincre Vladimir Poutine, alors que Vladimir Poutine, je pense que la proposition qu'avait faite Trump de geler le front dans la région de Kherson et Zaporizhia, eh bien, c'est quelque chose qui serait très mal perçu en Russie. Et par conséquent, c'est quelque chose que Poutine aurait beaucoup de peine à vendre à Moscou. Mais Poutine était d'accord de prendre le risque de ça. Donc, il y avait une forme de concession là derrière. Et donc, Trump s'attendait à ce que l'autre partie soit également prête à faire une concession. Et l'autre partie est absolument intransigeante. Du coup, on se trouve dans un dialogue de sourds dans lequel Trump essaye de jouer une médiation, mais il n'a absolument aucun écho qui revient des Ukrainiens qui, eux, veulent plutôt qu'on leur donne des armes dont d'ailleurs on ne voit pas très bien l'objectif d'ailleurs. Ben, en tout cas, Macron, Starmer et Merz, surtout Macron et Starmer, dit voilà, on va vous envoyer, vous avez vu. Et d'ailleurs, il est en train Macron, hier, encore aujourd'hui, hier, avant-hier, explique qu'il va envoyer des milliards aux Ukrainiens. Alors, Trump, évidemment, en bon marchand, dit écoutez, nous, les armes, on n'en voit plus, mais si vous les achetez, welcome. Évidemment, il n'y a aucun problème. Donc, en fait, c'est pour le moment en situation gelée, mais pas pour très longtemps. De toute façon, ça ne peut pas rester en l'état encore des mois, voire des années. C'est-à-dire que c'est ce que maintenant l'armée russe fait, c'est-à-dire d'accentuer la pression sur l'Ukraine pour les pousser dans une situation où cette fois-ci, la négociation ne sera plus un choix, ça deviendra une obligation. C'est ça. Et c'est ça que les Européens, quand on dit l'armée russe s'effondre, les Russes n'ont aucune chance, etc., en fait, on trompe le public parce que la réalité est que, qu'on le veuille ou non, les Russes sont plus forts sur le terrain et que en exerçant une pression sur l'Ukraine, on va arriver à une situation où l'Ukraine n'aura plus le choix de négocier. Elle sera, vous voyez, quand il y a eu les propositions, je reviens à ce que j'avais dit pour avril 2022, c'est Zelensky qui est arrivé avec les propositions. C'est lui qui a finalement fixé les termes de l'accord. Et les Russes étaient d'accord de marcher là-dedans. Ils ont accepté. Il y avait des leviers de part et d'autre. Il y a eu Boris Johnson et nos amis de... Et voilà. Et tant qu'on a, au fil des années, l'Ukraine perd les leviers qu'elle avait. On va arriver dans une situation où elle sera tout simplement contrainte de négocier. Alors, dernière chose, Jacques Beau, mais c'est vrai, on va suivre ça. Ce qui est terrifiant, quand même, il faut le dire, il y a des centaines de milliers de morts pour rien qui s'accumulent et de blessés, etc. Juste un mot à l'expert militaire que vous êtes. Alors, c'est Sputnik qui a dit ça, le renseignement russe, enfin, le média d'État russe, Sputnik International. Je vous le livre comme ça, mais c'est intéressant quand même. Ils affirmeraient, le SVR, le service de renseignement extérieur russe, le SVR, affirme que la France préparerait l'envoi d'un contingent d'environ 2000 soldats, principalement issus de la Légion étrangère, actuellement stationnés dans les zones frontalières de la Pologne, pour être redéployés vers le centre de l'Ukraine. Motivation prêtée à Macron, je dis encore une fois, avec beaucoup de conditionnels. Le président Emmanuel Macron souhaiterait marquer l'histoire comme chef militaire, après avoir échoué à résoudre des difficultés politiques, etc. à l'intérieur, on en a parlé. Et alors, le SVR prétend que si l'opération venait à être révélée,
Paris présenterait cette présence comme un envoi d'instructeurs destiné à former des soldats ukrainiens mobilisés. Bon, aucune confirmation officielle ou quoi que ce soit. Ça vous paraît crédible ou pas du tout, Jacques Beau? C'est difficile à juger. Ce que l'on peut dire par expérience, Oui, le SVR, c'est donc le service de renseignement extérieur russe, l'équivalent de la DGSE. oui, Ils ont eu l'habitude, dans des situations où on doit prévoir un incident, de l'annoncer publiquement de façon à couper l'herbe sous les pieds des Occidentaux, en quelque sorte. d'accord. Et Ouais. on s'aperçoit qu'en général, leurs informations ne sont pas mauvaises. Mhm. Alors, en l'occurrence, je ne sais pas si la France est en train de... Il y a des troupes françaises à proximité de la frontière ukrainienne, ça on le sait. En Pologne, ça on le sait. Est-ce que c'est dans le but d'intervenir en Ukraine? C'est difficile à dire. Bien Je sûr. pense que ça aurait des implications extrêmement importantes. Et c'est probablement dans cet objectif que le SVR dit ça. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va se passer, mais il le présente comme Il ça, le présente de comme façon ça, à ouais. créer une réaction et probablement l'interrogation qu'on a maintenant. Donc, expérience faite, si on regarde ces dernières années, ce que le SVR a annoncé, il y avait beaucoup de choses qui étaient comme ça. Sinon, en général, ce que le SVR a annoncé, c'est réalisé. Donc, Intéressant, ouais. on s'aperçoit qu'ils ne le font pas à la légère, mais ici, c'est probablement dans le but de couper l'herbe sous les pieds d'une initiative européenne, parce que je vous rappelle que si les Européens s'engagent sur le terrain ukrainien, ils seront considérés comme des Belligérants. partis au combat, à la Ben oui, guerre. bien sûr. Et comment dire, le pari des Occidentaux, des Européens, c'est que si leurs armées étaient prises à partie, eh bien, les Américains viendraient à leur rescousse. Mm. Et donc, Paris risqué. Paris risqué. Paris très risqué, Très mais, risqué, ouais. mais de nouveau, on ne sait jamais avec Bien sûr. Trump, hein, tout est possible, Bien et c'est sûr. probablement pour susciter ce genre de réflexion que Ouais. le SVR lance ce genre de ballon d'essai. Enfin, maintenant je dis ballon d'essai, je ne sais pas sur quoi il s'appuie pour dire Ouais. ça, Vous mais voyez, voilà. on va des drones et des têtes de cochon attribués aux Russes jusqu'au ballon d'essai, effectivement, prêcher le vrai pour empêcher. C'est Oui, quand même... les drones, il y a absolument aucun drone qu'on a vu dont on a pu déterminer Ouais. qu'il venait de Russie. De Russie. Et le plus Ça, c'est souvent, d'ailleurs, sûr, ça, à votre avis. oui, Ouais. c'est sûr qu'on n'a pas pu attribuer D'accord. l'origine de ces drones. D'accord. Certains, on a pu attraper, mais c'était des gens comme vous et moi, probablement des gens un peu plus facétieux que nous et qui allaient s'amuser pour aller tenter le diable autour d'aéroports, des choses qu'on voit. Vous savez, aux États-Unis, par année, il y a 600 000 occurrences de gens qui viennent s'amuser avec des drones autour d'aéroports. D'accord, oui, ça fait 600 pas 000 mal. par année, Ça fait pas mal, oui, c'est vrai. juste autour des aéroports. Ouais. Alors, on peut s'imaginer qu'en Europe, ce ne soit pas très, très différent. Simplement, aujourd'hui, on jette un coup de projecteur sur ces choses-là. On dit c'est les Russes, Bah oui. mais en réalité, ce n'est pas du tout. D'ailleurs, les services de renseignement danois qui ont été, vous savez que le Danemark a été, entre guillemets, ciblé par les drones, eh bien, les services de renseignement danois ont avoué très officiellement qu'ils étaient incapables d'attribuer à la Russie la présence Ouais, c'est ça. de ces drones. Ah. Et que certains drones qui ont été, enfin, drones entre guillemets, qui ont été détectés, notamment sur l'aéroport de Copenhague, étaient en fait, selon la police danoise, très vraisemblablement un ULM qui s'entraînait, mais qui a été confondu avec Tout à fait. un drone. En tout Donc cas, voilà, guerre des faux semblants, guerre des fausses voilà, on informations, est un peu ça, et guerre puis du on fake essaye news. de Ouais. monter en épingle des événements qui sont probablement réels d'ailleurs, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas bien sûr. d'incident avec les drones, mais on les monte en épingle et on pointe du doigt la Russie. C'est ce qu'on avait fait avec Nord Stream, c'est ce qu'on a fait avec les ruptures de câbles dans la mer Baltique. On a chaque fois pointé du doigt la Russie, et puis chaque fois qu'on a arrêté les navires pour savoir si ça avait été intentionnel ou pas, eh bien les Finlandais, Et puis on les connaît Suédois, aujourd'hui, et on connaît aujourd'hui les auteurs de l'attentat de Nord Stream, pratiquement, on sait qui c'est. alors, C'est vrai en que- tout cas, il y a en tout une cas- version officielle, en tout cas, et ça ne sont pas les Russes. Donc, Ouais. vous voyez, on est
on pointe toujours, disons, on est vraiment dans la guerre de l'information. Cette guerre de l'information, Oui. je pense qu'elle a plus son origine en Occident que du côté russe. Merci Jacques Beau, merci de vos éclaircissements. Écoutez, on va suivre ça. Ce qui est terrifiant dans cette histoire, c'est qu'encore une fois, des centaines de milliers, voire des millions de gens morts pour rien. Et vous allez me dire, c'est le sort de toutes les guerres. Pas vraiment, mais là, nous assistons à quelque chose d'assez terrifiant et qui risque encore de durer. Je rappelle votre plus récent ouvrage, Jacques Beau, Guerre secrète en Ukraine, essais et documents. Et puis le prochain, peut-être ce sera avec la résolution de la guerre. On ne sait pas, qui vivra verra. Merci.